Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission numéro 23. En cette fin septembre, je suis accompagné on est en quoi? On est en effectif réduit ou back to the basic. Voilà, nous revenons au noyau dur. Voilà, pas trop dur non plus à nos âges. Donc, vous l'aurez compris, il y en a un qui a abandonné, c'est notre Gilles. Voilà, donc sa connaissance encyclopédique nous manque. Notre ami Gilou, nous avons une pensée pour toi. Voilà, et une petite, on ne sait pas ce que tu fais d'ailleurs, mais bon. On espère que tu en profites. Voilà. Pas d'invité non plus, donc on va pouvoir développer quelques idées ou quelques bêtises. On reprendra comme d'habitude dans l'ordre, d'abord par certaines actualités du moment ou à venir. Ensuite, après quelques petits extraits musicaux, chacun de nous vous chroniquera une de ses œuvres préférées, que ça soit en termes de bouquins ou de séries. Et ensuite, nous finirons par un débat qui est pas mal, je trouve. Bravo, tu t'y es concentré, tu as réfléchi longtemps. Qui portera sur la question de savoir s'il y a trop de Batman de façon générale ou pas. Voilà, ensuite, bien sûr, un quiz. Cette fois, on n'a pas Gilles, donc on devrait pouvoir répondre. Je pense, oui. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Messieurs, vous êtes prêts? Donc, Jay nous est là, toujours derrière sa console, tout se passe bien. Parfait. Prêt, ready, tu découvres des nouvelles choses tous les jours. C'est fantastique. Voilà, il nous a découvert la vidéo, vous pourrez bientôt en profiter encore plus, donc ne manquez pas ça. Et notre ami Rémi, en forme aussi. En grande forme. Ouais. En grande forme, ouais, j'attaque la rentrée pied au plancher, moi. Ouais, dis donc, ça promet. Et bien sûr, Ardé, votre serviteur, un plaisir de vous retrouver toutes et tous. Eh ben, la bande des comics, on est parti, un petit jingle. Breaking news. Alors, messieurs, les actualités du moment. Rémi, tu en avais une? Oui, j'en ai même deux. Ah bah. oui. Ouais. Du coup, alors un petit rappel, on en a déjà parlé, mais aujourd'hui se tient la 4e Fantastic Con à la médiathèque de Lagarde. Aujourd'hui et demain, l'entrée est gratuite, c'est une convention geek, donc vous pouvez y aller et on y sera aussi sûrement. 2 séances de dédicaces à noter le 30 septembre à Charlemagne-Toulon. Ça sera une double dédicace de Philippe Cardona et du mangaka toulonnais Kurogami, que je ne connaissais absolument pas. Le premier viendra dédicacer sa dernière BD, Les Légendaires Missions, le tome 6 paru chez Delcourt, et le second, son élève, donc viendra signer le manga Soul's Control aux éditions IDH, et comme donc je le rappelle, c'est un mangaka toulonnais, donc à surveiller. Et le 7 octobre, il y aura la 9e rencontre autour du 9e art. C'est organisé par l'association Autour de la BD. C'est à la salle Scarantino, l'espace Malraux de Sifour. Okay. Et donc voilà, c'est une journée gratuite là aussi, qui est consacrée à la bande dessinée et aux activités pour les gosses. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Et il y aura la présence de Christophe Aliel, qui est aussi un auteur local, qui a sorti Les Mondes électriques chez Glénat. Il y aura Bruno Bessadi, il y aura Guillaume Guèdre, notre ami Laolite, qui est là, qui est partout, on le place où on peut. Je crois qu'il passe ses week-ends sur la route. Il en peut plus. Entre lui et Anna. Il a changé 3 fois de voiture en un an. Et aussi la présence de Zoé Redondo, qui est une autrice aixoise, qui a sorti la bande dessinée L'Homme Pénétré. C'est elle, le fameux Homme Pénétré. C'est elle, c'est la dessinatrice. Donc je serais très ravi de la recroiser, puisqu'on s'était déjà croisés. Voilà, donc le 7 octobre à Sifour. Sachant que pour la garde, donc le premier dont tu as parlé, on en a aussi... Le Fantasticon. Voilà, on en a aussi parlé dans la loi des séries, parce que c'est très diversifié au niveau des stands, quoi. Il y a
ça. il y a il y a de l'illustration, il y a du jeu, il y a du cosplay, mais il y a aussi... Tu as des acteurs voilà, de doublage. Tu as des doubleurs. Vraiment, moi je trouve que c'est une très très belle convention et j'en profite pour féliciter l'organisation de tout le travail qu'ils font, de proposer une convention de cette dimension et de cette qualité pour notre entre guillemets petite région. Et gratuite. Donc entrée gratuite, parking gratuit. Voilà les enfants, là vous n'avez plus d'excuses. Voilà, donc il faut y aller. Jay, toi, qu'est-ce que tu nous parles ? Une news concernant un prix qui est décerné dans le domaine des comics en France par l'Association des critiques et journalistes de BD, qu'on appelle donc l'ACBD, qui ont fait une sélection de 5 comics, donc BD d'origine américaine, dans lesquels on trouve Dans les yeux de Billy Scott de Zoé Thorngood qui est sorti chez Bubble, Demon Days de Peach Momoko chez Panini, et également Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson, dont vous avez parlé ici, et qui sort chez Urban Comics. Le prix sera décerné à l'occasion du festival Quai des Bulles, fin octobre, donc qui se situe à Saint-Malo, qui est un des gros festivals BD en France. Et donc voilà, on saura qui parmi les nommés sera le prix du coup ACBD de l'année. Voilà. Ouais, c'est généralement avec les critiques, ça permet d'avoir un peu plus large dans la sélection, même si je trouve que un peu comme par exemple certains prix Syl Angoulême, on a tendance à être dans le très, comment dire, pas dans l'entre-soi, mais oui, c'est assez élitiste. Voilà, merci, je cherchais le terme. Ils avaient décerné un prix à l'époque pour le Martin Ponchot, La couleur des choses, que j'ai lu récemment, et je dois avouer que j'ai été extrêmement convaincu par cette bande dessinée, mais je pense pas que ce soit le terme qui correspond. Non. Mais voilà, vraiment convaincu, quoi. Ouais. J'ai vu que tu avais mis tes extraits c'est vraiment sur tes réseaux, mais c'est vraiment très particulier. C'est très particulier. C'est pour ça que je pense que les amateurs de bande dessinée, les puristes, graissent un peu des dents, parce qu'en soi, ce n'est pas vraiment une BD, c'est de l'art séquentiel, comme tu nous le répètes souvent, Jay. Mais pour moi, on est à la frontière du roman et de la bande dessinée, parce qu'en fait, comme ce ne sont que des pastilles, c'est à toi, lecteur, de faire le travail pour imaginer ce qu'on fait dans un roman et pas dans une bande dessinée, et je trouve que l'histoire est prenante et ma foi ça a fonctionné sur toi, quoi. Moi je trouve que ça fonctionne. On est plus proche des romans graphiques, du roman avec une explication graphique, et totalement. Encore pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas ce bouquin, c'est vraiment une vue d'en haut avec la pastille représentant. Moi ça me fait penser au premier GTA en fait. Tu voyais d'en haut et il y a un peu ça. Ouais. Voilà, c'est très schématique. Donc on se lance pas là-dedans si on cherche une BD. Non, pas du tout. Donc c'était particulier. Quelqu'un d'autre a une autre news? Jay, t'es venu avec un camion. Donc je suis venu avec un annuaire de news. Ouais, alors vas-y. Il reste encore 2 minutes, tu peux en caser. Une news ciné avec Doctor Strange 3. Qui pourra arriver un petit peu plus vite que prévu. Ah bon? Alors, il n'y a pas de date qui a été annoncée pour l'instant, mais on entend des bruits de couloir qui glissent 2025, avec notamment une adaptation de l'arc des comics qui s'appelle Times Runs Out de Jonathan Hickman, donc qui était sur les Avengers. Ouais. Et notamment, ça ferait le lien avec la scène post-générique du Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, avec notamment l'arrivée de la magicienne Cléa à la fin, qui est jouée par Charlize Theron. Et donc voilà, ça serait en tout cas une direction, ça prendrait la direction après du fameux event Secret Wars. Comme ça a déjà été annoncé du côté des Avengers. Ouais. Donc voilà, il y aurait une certaine logique en tout cas dans cette simili-annonce. Parce que justement, moi, dans la loi des séries, je discutais sur le fait que Disney voulait changer son mode de fonctionnement vis-à-vis de Marvel, des séries et des films, de revenir à ce que chaque sortie soit un véritable événement. Et puis une continuité comme on pouvait avoir où là on a été entre les séries et tout, on a été martelé de choses comme ça sans réellement intérêt dans le canon global. Et donc est-ce que précipiter les choses
Oui, peut-être que celui-là amènera plus de choses, donc ils vont. Mais je pense qu'on va avoir du changement à venir sur pas mal de choses au niveau de Marvel. Il faut, au niveau de Marvel, c'est impératif. Parce que ouais. moi, les derniers films que j'ai osé aller voir au cinéma, ça a été un calvaire. Alors comme tu le dis, tu le répètes à chaque fois, on n'est plus le cœur de cible, c'est sûr, mais je n'y trouve plus aucune source, tu vois, ni de plaisir, ni d'intérêt. D'accord, je veux bien que maintenant, il faut arriver à séduire les gamins d'une dizaine d'années, parce qu'il y aura du merchandising, c'est du marketing, c'est des produits dérivés, ça, on le sait. Mais ne serait-ce que le Thor 4, ça a été... Mais tous, même le Spider-Man, même le Doctor Strange 2, pour moi, je me dis, mais... Enfin, voilà, Il y a eu des envolées lyriques. Ça devient inintéressant et je suis nostalgique de la première phase qui, pour moi, avait un réel intérêt, des vrais enjeux. Et là, Tout début, ça devient un enchaînement de films, tu vois, mais qui peut continuer jusqu'à la nuit des temps, quoi. Ouais, donc on verra bien tout ça. On aura largement le temps d'en parler et d'être surpris agréablement ou pas. On espère. Voilà. Bon, on a fait un premier tour sur les news. On va passer à notre première pause musicale. Alors, je vois que ça vient du très bon manga et animé Bastard, qui est actuellement sur Netflix disponible. Je le conseille. Pas pour les enfants. Non. Voilà, mais c'est une référence des années 90, ce manga. Donc, Coldrain New Dawn. C'est toi, Jay. Hein, Oui. de toute façon, on vient les mains dans les poches. Complètement. Au niveau musique, là, c'est... Il nous porte. Et voilà, sera la totale, cette fois-ci. Il nous fait la totale. Et voilà, finition la Mais main, attendez pas pour nickel. les Finition nickel, propre. Allez, on nous voit ça avant qu'on arrête les bêtises. De retour pour la bande des comics, on s'excuse auprès des gens qui auraient renversé un café tardif ou un apéro d'avance. Voilà, il était chaud patate. Allez, il a envoyé du lourd, là. Ah ouais, là, voilà, bon, Bastard en même temps, c'est rare d'envoyer autre chose que ça. J'espère qu'il n'y avait pas le bébé qui dormait dans la chambre d'à côté. Ah ouais, non, mais là, ils ont fracassé des gens. Bon, messieurs, on va passer aux chroniques, hein, donc... on va savoir qui va nous faire cette première chronique. T'es devant moi, c'est toi qui t'y colle. Allez, c'est moi qui d'habitude, c'est pour ça, c'est la place de Gilles d'habitude, c'est lui qui ramasse. Aujourd'hui, c'est moi. Voilà. Moi, je vais vous présenter Les Évaporés de Isao Mout et c'est sorti très récemment chez Sarbacane. Alors, d'abord, la couverture, je l'ai trouvée très très belle. Je trouve qu'elle parle beaucoup coloré, c'est exactement ça. De quoi ça parle? En fait, les évaporés, c'est un phénomène qui se passe au Japon. C'est quand c'est une personne qui disparaît volontairement, qui abandonne tout du jour au lendemain, qui abandonne travail, enfants, femmes, dettes. Et souvent, c'est ça le problème principal. C'est des gens qui abandonnent leurs dettes, une situation financière qui est devenue ingérable, et donc qui s'enfuient dans des bidonvilles où ils vivent très pauvrement. Et du coup, voilà, ils font des petits boulots. Et donc là, on suit l'histoire d'un cadre supérieur qui, voilà, faute... De finances suffisantes, plaque tout du jour au lendemain sans donner aucune nouvelle, sans laisser aucune lettre. Et donc on suit deux histoires en parallèle, la sienne où on voit qu'il recommence tout à zéro sans beaucoup de regrets et de remords en apparence, parce que c'est très destructeur pour la famille qui est abandonnée, mais aussi pour lui, parce qu'il y a vous savez qu'au Japon, enfin moi je suis pas un spécialiste, mais il y a la notion d'honneur et de culpabilité qui est extrêmement forte. Et donc voilà, donc ce sont des gens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce déshonneur, plaquent tout. Et donc, en parallèle, il y a son histoire à ce cadre supérieur et à sa fille qui va tenter de le retrouver, sans savoir s'il est vivant ou pas. Parce que, en fait, comme tu dis, il n'y a pas de signe. Il y a beaucoup de dettes, en fait, on ne sait pas si un créancier l'a fait disparaître ou pas. Et comme c'est un phénomène qui concerne environ 100 000 personnes par an quand même. Au Japon. Donc, du coup, il y a des détectives privés qui font un peu leur beurre là-dessus et donc qui enquêtent. Voilà, alors, je ne vous en parle pas plus sur le déroulé de l'histoire.
C'est un. Alors, moi, je trouve qu'au niveau du dessin, je ne suis pas fan du noir et blanc. Dire, oui, c'est paradoxal d'avoir une couverture aussi colorée et se baser sur du noir et blanc. Voilà, c'est un peu simple. C'est un peu dommage. Je vous cache pas qu'il y a un peu un effet qui se coule en me disant waouh, la super couverture. Et on bascule sur du noir et blanc. Mais après, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné dans la lecture parce qu'en fin de compte, je trouve que ça correspond bien à l'endroit où est située l'histoire, donc au Japon. Et je trouve qu'il y a un petit effet manga qui, sans être un spécialiste bien sûr, qui ressort bien. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les dessins sont pensés en noir et blanc et pas des dessins colorés qui passent en noir et blanc, parce que je trouve qu'il y a une richesse qui me fait passer complètement à côté. Et là, il y a une simplicité dans le trait qui fait que j'ai vraiment bien accroché à l'histoire. Limite, j'étais presque un peu déçu que ça ne soit pas paru en format manga. Parce que je trouve que ça aurait collé particulièrement bien à l'histoire. Donc voilà, moi c'est une tranche de vie. Il faut voir ça comme une tranche de vie, un manga. Ne vous attendez pas à du Star Wars, voilà, parce que vous serez largement déçus. Mais voilà, c'est une espèce de petit moment suspendu, une petite enquête sans forcément de gros meurtres ou de grosses tueries. Mais voilà, Les Évaporés chez Sarbacane d'Isaomout, et c'est l'adaptation d'un roman du même nom de Thomas Reverdy. D'accord, donc on est sur un mélange aussi occidental et asiatique, parce que j'imagine qu'il y a Mout, c'est pas follement japonais. Non, mais cet auteur, cette autrice, a adapté le roman. Voilà, et puis donc, c'est Thomas B. Reverdy. Reverdy, oui. Alors, j'ai pas lu le roman d'origine, donc je peux pas comparer, mais c'est documenté. En fait, dans l'histoire, c'est documenté parce que justement, les personnages racontent que c'est un phénomène de société, que c'est malheureusement courant, que les gens abandonnent tout. Et voilà, je trouve qu'en plus, les planches sont assez aérées. Je trouve que c'est un peu parfois là où la bande dessinée pêche, c'est que souvent on a des fois des planches très compressées avec beaucoup de cases, et je trouve qu'on perd en fluidité de lecture. Et là, paradoxalement, bien que ce soit du noir et blanc, on a le temps de s'attarder sur les planches. Je trouve que voilà, la fluidité est là. Pour moi, ça a été une bonne petite surprise de lecture, où c'est vrai qu'on a souvent tendance dans nos lectures comics à rechercher, à être habitué à des lectures assez dynamiques et un peu bourrin sur les bords. Et là, du coup, en fait, de lire autre chose, ça permet d'entrer la lecture d'une autre manière et de l'appréhender. Voilà, donc après, voilà, n'étant pas spécialiste de manga, je peux pas spécialement dire si ça vaut le coup par rapport à du manga ou pas, mais peut-être que c'est pour ça que ça a marché chez moi. Donc, bon, voilà, après, c'est la qualité de l'histoire qui fera la différence, quelle que soit la qualité du dessin. Okay. Ouais, mais intéressant en tout cas, d'être dans une histoire, comme tu dis, un peu plus tranche de vie et qui prend un peu plus le temps de regarder les personnages et creuser les personnalités, plutôt que l'histoire forcément avec des rebondissements. Parce que, je termine là-dessus, parce que justement le personnage principal développe sa nouvelle vie en fait, et malheureusement en abandonnant tout. C'est pas très rapide en fait, voilà, il y a une progression dans l'histoire, phase de transition, dans l'évolution des personnages, ça reste donc très intéressant. D'accord. Okay. Jay, tu veux y aller ou j'y vais ? Allez, comme tu veux, vas-y. On va rester, parce que toi après tu pars sur des séries, donc on va parler d'autres choses. Moi je veux vous parler de Huck. Huck qui est un One Piece de Mark Millar, dessiné par Raphaël Albuquerque, donc une référence en la matière, ils ont travaillé plusieurs fois ensemble. Huck, pour moi, c'est une des réinventions du mythe de Superman par Mark Millar. Totalement. Voilà, sauf que cette fois on est sur un Superman qui voudrait rester toute sa vie à Smallville, qui est un peu plus simple d'esprit, parce qu'il y a ça aussi, mais c'est une simplicité, je dirais à la Forrest Gump, quoi, voilà, de voir la beauté, de voir le bon côté, et d'être simple mais beau en la matière. Et donc Huck se retrouve avec ses super pouvoirs. On voit qu'il vit depuis des années avec ses super pouvoirs, en ramenant une chaîne, un chat, enfin voilà, etc. Jusqu'au jour où une voisine finit par le dénoncer
divorcé, et vient se mettre cette machine globale des médias, mais aussi des influences politiques, des changements de comportement de personnes proches, etc. Et voilà, il est un peu à part quand même dans la bibliographie de Mark Millar, je trouve, parce que très souvent, Mark Millar est très cynique, très dur dans sa vision du monde actuel. Et là, on est vraiment on sent qu'il aime ce personnage, qui lui donne un côté chaleureux et une volonté. On sent une volonté de retourner à une certaine simplicité, mais tout en ayant conscience que cette simplicité doit forcément s'opposer à la machine actuelle. Monde extérieur. Voilà, au monde extérieur et à la machine actuelle qu'on en a fait. C'est-à-dire avec les pressions des médias, l'utilisation, on voit qu'on veut l'utiliser pour une carrière politique. Un politique veut utiliser ses résultats et tout. Donc ça nous paraît presque normal, et c'est ça qui ancre ce récit dans une réalité qui est proche de la nôtre. Et puis après, je trouve que c'est très beau dans la façon de dessiner. Tu vois, on parlait de simplicité aussi. Tu peux regarder. On est sur quelque chose de très coloré, mais avec des fonds très clairs. Mais c'est toute la beauté d'Albuquerque, en fait. Ouais, Albuquerque a cette capacité de faire ressortir un personnage sans rien autour, mais on est dans cette histoire. Je sais pas, l'un d'entre vous l'a lu ou pas ? Moi non. Oui, pour moi, ça fait partie de mes très belles lectures de Mark Millar. Ouais. Parce qu'en fait de compte, pour moi, c'est du jus, en fait. C'est un truc qu'on lit, qu'on dévore. Je trouve que le point, des fois, négatif de Mark Millar, c'est qu'il ne faut pas chercher vraiment de cohérence. Il faut l'accepter, il faut accepter l'histoire telle qu'elle est. C'est comme ça, voilà. Et après, tu traces. Après, voilà, c'est un mec qui a des super pouvoirs. Tu ne cherches pas plus loin. D'où ça vient, on s'en fout. Voilà, tu acceptes le pitch de départ et tu découles. Là, on finit un peu par le savoir après dans l'histoire, parce que le méchant arrive. Mais je trouve qu'il est fort sur ses twists, il est fort dans ses personnages, dans son action. Voilà. Pour moi, Huck, c'est une très très belle histoire, avec une belle couverture. Pour moi, Huck, c'est une valeur sûre, quoi. Mais il faut savoir ce qu'on achète, il faut savoir ce qu'on lit. Ouais, voilà. Mais après, il y a aussi un contraste. Il y a peut-être moins d'action, et encore. Parce qu'il y a des très belles scènes en mouvement qui sont très 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 bien dessinées, mais oui, on est surtout sur des surprises de ce personnage face au monde et ce qui l'emmène, et on voit qu'il retrouve sa mère et son ennemi principal. L'ennemi principal, il a quand même un sacré côté Lex Luthor. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est une certaine réinvention de ce mythe, et c'est écrit derrière, et j'aime beaucoup. Et si Forrest Gump avait les super pouvoirs de Superman, quoi, qu'est-ce que ça donnerait ? Voilà. Donc Huck, c'est chez Panini Comics, c'est un one shot et c'est vivement recommandé. D'accord, je vais suivre votre conseil du coup. On va te le passer, parce que t'as toute une culture à refaire. Il faut qu'on prenne en main. Sur Mark Millar, il m'en manque quelques-uns. J'avoue que tu lis trop de Tom Kings pour ça. Il peut pas tout faire, le pauvre. C'est long. Allez, à toi, on t'écoute. De quoi tu veux nous parler ? Une petite dernière chronique sur la série live One Piece qui est sortie sur Netflix donc tout récemment, et pour laquelle on a 8 épisodes donc, qui sont parus, la première saison. De quasiment 1 heure, hein, c'est important. Ouais, chacun, des épisodes assez longs, avec en gros ça recoupe et recouvre en tout cas le contenu des tomes 1 à 12 de la série de manga qui était sortie depuis 1997 au Japon chez la Shueisha. Ah ouais. Et dessiné et scénarisé par Eiichiro Oda. Donc il faut savoir que tome 1 à 12, on est vraiment tout au début, vu que le tome 106 va sortir le 6 décembre de cette année, en France, chez Glénat. Et animé 1073, je crois. Voilà, donc on a le temps. Je pense que avant d'avoir l'intégralité, en tout cas adaptée en série live, donc on a encore un petit peu de temps. T'as le temps de revenir, quoi. C'est ça. Déjà, il faudrait qu'il valide la seconde. Voilà, tout à fait. La seconde saison n'est pas encore annoncée officiellement. Je me permets une petite parenthèse. Il y a beaucoup de librairies qui organisent des soirées
des nuits One Piece Tout à fait. qui marchent très très bien. Donc surveillez la librairie près de chez vous. Il se peut qu'il y ait une nuit One Piece Prochainement. bientôt. Voilà, tout à fait. Alors le défi, il était de taille d'adapter du coup un manga comme celui-ci qui était sorti aussi en série d'animation et de l'adapter en live, comme on l'a vu avec le succès qu'on a vu derrière pour les Chevaliers Zodiac ou Dragon Ball Evolution par exemple, pour n'en citer que deux. Là, tu vas loin. Ou vas loin. Death Note, ou Voilà. Full Metal Alchemist, Il y en a un sacré ou paquet. Bleach. J'ai pas tout vu, quoi, mais les deux premiers. Souvent ça pique et là le défi était de taille et ils étaient attendus au tournant. C'est quand même un des mangas les plus vendus au monde et clairement je vais pas faire durer le suspense plus que ça. Pour le coup, moi c'est une adaptation réussie. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. J'ai trouvé que c'était vraiment une série qui était rafraîchissante et fun en fait, qui se laissait vraiment regarder. On avait envie de voir la suite. Elle se dévorait vraiment comme toute bonne histoire en fait. Les aventures donc du pirate Luffy qui cherche à découvrir le trésor, le One Piece et devenir le roi des pirates. Et pour le coup, le pitch est d'une simplicité désarmante, mais on va voir vraiment comment, dans sa quête, il va rencontrer tout son équipage, et donc pour devenir peut-être effectivement le roi des pirates. Pour le coup, les épisodes, donc on les enchaîne vraiment sans s'ennuyer. L'histoire d'Oda, il faut dire qu'elle est ultra efficace. Pour le coup, le manga, je ne sais pas si vous aviez lu ou au moins feuilleté un petit peu les mangas à l'occasion. Donc les mangas, moi j'en ai lu une vingtaine, je crois, donc j'ai encore pas mal de retard. Malgré tout, non, L'euphémisme. il reste un peu de taf derrière. Malgré tout, enfin, on voit de suite l'efficacité du truc. L'histoire, elle est fantastique. Ça reste très cartoony, très arrondi. Les personnages sont très déformés. Il y a un espèce de mélange anachronique aussi entre des personnages qui ont des t-shirts d'aujourd'hui, mais ils sont quand même dans un milieu de piraterie. Voilà, il y a des casquettes, par exemple, pour la marine. Voilà, ils portent des casquettes comme on les porterait aujourd'hui. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont assez bien faites. Et là, on voit la créativité en fait de l'œuvre originale qui est bien retranscrite, je trouve, dans la série. Et pour le coup, on arrive en tout cas à passer le fait que les personnages ne ressemblent pas exactement forcément à leur contrepartie dessinée, bien qu'il y ait eu au niveau du casting un énorme travail, je trouve, notamment sur le personnage de Luffy, sur le personnage de Usopp aussi, qui sont très très, je trouve, ils sont ressemblants, ça fonctionne très très bien. À l'inverse, par contre, si on devait faire quand même une petite critique, moi la critique elle est au niveau des cheveux et des perruques. le budget perruque, comme souvent, c'était le même que Jupiter's Legacy, je pense. Ou que The Witcher, je pense. Parce qu'il y en a certains, on leur a vraiment collé un truc sur la tête, c'est l'exemple de Sanji notamment. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment le petit point noir. Mais si on passe ce détail-là, effectivement, on prend du plaisir à regarder cette série. Vous l'avez vu, RD? Moi, je l'ai vu, je l'ai mangé, je l'ai dévoré. C'est vrai que j'ai été extrêmement surpris de la qualité. Bon, on savait qu'ils avaient mis beaucoup de moyens, qu'ils avaient construit les bateaux en entier, qu'ils avaient opté plus pour la prosthétique plutôt que les images de synthèse pour les visages. Et je trouve que ça rend beaucoup, beaucoup mieux. Ça marche, ouais. Mais ce qui pour moi a fait la différence, c'est qu'ils n'ont pas voulu se caler sur l'animé, mais ils ont repris l'esprit du manga plus. Donc c'est pour ça que des personnages comme le grand-père intervient beaucoup plus tôt que ce qu'il n'intervient dans le manga. Il n'est même pas dans les 12 premiers tomes, je crois, si je me souviens bien. Mais ça fonctionne, parce que l'idée est là et ça rentre dedans. Et je le dis à chaque fois, je l'ai encore dit dans la loi des séries, et quand j'y étais en parlant de ça, c'est que quand tu mets l'auteur dans la mécanique de création, ça fait un changement monstrueux. Comme pour Slam Dunk. Parce que là, c'est le cas. Ouais. Là, l'auteur a été partie prenante, il d'accord. était partie prenante, il a donné des limites entre ce qui pouvait être fait et pas fait, il est rentré, il a permis de faire retourner certains trucs, etc. Mais comme tu dis, oui, le casting est pas mal du tout, même s'il y a un côté, comme toujours, alors on peut parler de whitewashing, parce que même si c'est moins prégnant que ça ne peut l'être pour Ghost in the Shell par exemple, où là c'était que des personnages asiatiques qui ont été changés, mais oui, Luffy, ce gamin, c'est une vraie, vraiment, il y a ce qu'il inspire
ce que le personnage inspire. Exactement. C'est ça, il ne lui ressemble pas, mais il inspire la même chose, il a le même charisme. L'enthousiasme, ça fonctionne Voilà. vraiment. Oui, c'est plus et- ça qui marche que vraiment la ressemblance physique. C'est c'est ça. ça. Parce que comme je dis, le One Piece, c'est pas un manga de baston à la base. C'est un manga d'aventure. C'est l'aventure d'un jeune homme qui part justement à l'aventure, désolé pour la redite, mais qui entraîne tous ces personnages. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de baston de ça. Bon, en plus, on est au début et ils se font pas mal péter la gueule, hein, je trouve. Il y a ce qu'il faut. Franchement, quand tu vois, ils prennent très cher dans les moindres petites bastons avec un mec. Hein. Quand tu sais après, c'est assez particulier. Mais non, il y a pas. C'est un manga d'excès, mais il n'y a pas d'excès dans cette réalisation. À espérer une suite, franchement. Ouais. Vraiment, Qui a été écrite a priori. Hein. C'est écrit, mais c'est Ouais. pas encore tourné, bien évidemment. Un grève des scénaristes, réalisateurs. Voilà, il y a ça stand-by. aussi, hein, il faut commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Voilà, bon, on verra. Pour moi, ils ont réussi l'exploit d'être la première série à valoir le coup en live action. Ouais, et à tenir la route complètement. Voilà. Donc, toi aussi, tu te remettras à jour. Oui, alors là, moi, j'ai 20 ans de retard. Quoi. Complet, Ça va, quoi. une paille, quoi. Ah oui, Une paille. je te ressens en un week-end. D'accord. Bon, bah, messieurs, on a déjà fait le tour. C'est vrai on était pas mal emballés sur nos différents contenus. Exactement. Voilà, et puis on n'avait pas Gilles dans les pattes à nous parler tout de constamment. bordel, tout le Non, temps. mais on sait combien il On peut pas en intervient, placer il une nous quand il y a coupe, Gilles. Oh là là. pénible, quoi. Donc, voilà. Bon, on va faire notre seconde pause musicale avant d'attaquer notre débat, à savoir s'il y a trop de Batman. Donc c'est Gotham City Boys, JCB Vibes. Tu nous as trouvé ça d'où? Alors, par hasard, là pour le coup, j'ai tapé Gotham dans Spotify Ouais. et j'ai vu ce qui me sortait et le morceau est plutôt sympa. Alors fais-nous écouter ça. De retour dans la bande des comics, c'était original, court, ils sont pas trop dans le Gotham City, Ouais. hein, tranquille, tranquille. Mais bon, ça compense bien avec ce que tu nous as mis tout à l'heure. Exactement. Bon messieurs, on va attaquer le débat. Jay, tu veux nous introduire un peu ce débat? Allez, laissez-moi vous introduire, les amis. Alors, Ce débat. ça commence bien. Vas-y, on t'écoute. Donc, personnage comics que tout le monde connaît, qui est vraiment une figure de la pop culture, qui est né en 1939 dans Detective Comics numéro 27 et qui a donné son nom à l'éditeur DC, donc DC Comics. Donc, il va bientôt faire ses 85 ans, hein, le papy. Et donc, c'est le fameux milliardaire Bruce Wayne, donc, qui lutte dans la nuit contre le crime sous l'identité de Batman. Ça, tout le monde sait à peu près jusqu'ici les bases de notre personnage. Alors ça s'est développé énormément, la mythologie du personnage, avec sa galerie de vilains, avec tous ses alliés. Et effectivement, on a eu des adaptations très 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 nombreuses dès le début, parce que dès 1940, on a eu des adaptations en série radio. Avec des feuilletons radio, ensuite des sérials qui étaient des petits films en fait découpés en petits épisodes, donc en 1943. Et derrière, on a eu les premières séries télé dès 1966 avec la fameuse série avec Adam West et Burt Ward, qui a eu donc 3 saisons et tout un tas de dérivés dans la foulée. Hein. On ne parlera pas des séries plus récentes comme Gotham, Birds of Prey, Titan, etc. Gotham Knights. Ah, voilà, tout ce qui a pu sortir de tout ça. Des séries animées également, il y en a eu 8. Dès 1968, avec la plus connue, la série de 1992, la fameuse série animée. Et derrière, 10 films en live. Donc, avec le personnage de Batman, du coup, au centre de l'intrigue. De nombreux films d'animation, des jeux vidéo, dès 1986 sur Amstrad, vous avez peut-être connu ces vieilles consoles. Et également des jeux de plateau, comme on a pu l'avoir avec le jeu de Monolith. Des podcasts audio, également, tout récemment. Ouais. Donc voilà, le personnage est clairement sorti des comics. Aujourd'hui, on l'a vraiment sous toutes ses formes. C'est presque plus devenu une marque, presque une marque de fringues, j'ai envie de dire, que réellement un personnage. Les gens ne connaissent pas nécessairement le personnage de comics à la base. Donc du coup, la question c'était aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu là, on a eu le Batman Day donc, qui était au mois de septembre, Le 16, le 16. Voilà, avec une journée qui était dédiée au personnage, qui est renouvelée depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, qui a pris la place clairement qu'avait auparavant le Free Comic Book Day, en tout cas en France. Hein. En France, on n'a plus de FCBD, mais on a le Batman Day. Et les publications de comics clairement fourmille de comics dédiés à Batman. Par exemple, sur les derniers mois, on a à peu près 60-70 comics annoncés par DC par mois. Sur ce nombre-là, on a la moitié qui sont dédiés à Batman.
Donc autant dire que l'éditeur français Urban Comics suit clairement la vague qui est impulsée avec ce outre-Atlantique. qu'il a, de toute façon. Donc voilà, ma question c'était d'après vous, est-ce qu'on a trop de Batman aujourd'hui ? On en a beaucoup, mais est-ce qu'on en a trop ? Vas-y. Oui, clairement, on en a trop. On en a trop parce qu'en fait, le problème, c'est que pour moi, il y a trop de déchets. Comme tu l'as dit, c'est un personnage qui va avoir 85 ans. On ne peut plus clairement apporter de nouveautés à un personnage qui, à cause de son statut, ne peut pas évoluer. Il évolue dans une certaine limite, mais après, il reste cadenassé parce qu'il y a une charte graphique, il y a une charte éditoriale où rien ne changera. Et c'est un peu dommage, moi je trouve, sur les séries, les longues séries, où en fait tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux lui faire subir tout ce que tu veux. À la fin, il faut qu'il y ait un statu quo parce que derrière il y a des auteurs qui vont reprendre la série et il faut que ça continue. Et je trouve que c'est dommage parce que les quelques, pour moi, très bons comics de Batman sont des one-shots, sortis de l'univers de la continuité. Tu sais, je déteste cette continuité, mais je trouve que c'est justement quand on lâche la grappe à Batman et aux auteurs qu'on peut arriver à trouver des angles d'attaque où on se dit oui. Il y a un exemple que je cite qui est la malédiction qui s'abattit sur Gotham, où c'est Mike Mignola qui s'empare du mythe de Batman et qui le couple avec celui de Cthulhu, je crois, enfin de Lovecraft. Pour moi, c'est fantastique. C'est magnifique d'intelligence et de lecture et de fluidité. Mais ça, on peut le faire parce que le personnage est sorti de son contexte. Sinon, on n'y arrive pas. Et je le vois avec... j'ai feuilleté Death Metal, j'ai feuilleté des trucs comme ça. Mais tu te dis, mais à quoi ça sert ? Death Metal qui à la base c'est pas une histoire de Batman d'ailleurs, hein. C'est en France ils ont sous-titré Batman, mais aux États-Unis c'est pas une histoire. Ouais, Batman. c'est le monde Death Metal. Alors donc, du coup oui, il y a trop de Batman et malheureusement tu le dis, Urban est obligé de suivre un peu la machine de DC mais je trouve clairement que ça leur fait pas du bien à Urban parce que je pense qu'il y a énormément de déchets et concrètement moi je ne suis pas un lecteur de Batman des univers continus comme ça et en fin de compte je me rends compte que tous les Batman que j'ai chez moi et ceux qui m'intéressent sont des one-shots, sont des choses qui sont en dehors de leur univers. Écoute, moi de mon côté, oui, il y a beaucoup de références Batman. Comme tu as dit, on va jusqu'aux fringues. Donc c'est... Mais je comprends d'ici, on tue pas la poule aux œufs d'or. Ah non, mais c'est pas possible. Tu tues pas la poule aux œufs d'or. Ils ont assez d'autres personnages sur lesquels ils peuvent se permettre de partir sur des envolées plus ou moins réussies. Voilà, tu le sais, toi, avec tes Green Lantern, ils en ont fait tellement déjà. Combien ils en sont ? 5, 6, 7, 8 ? Des corps de lanterne. Non, pas des corps, des personnages. Des Green Lantern terriens. Ah oui, là, il y en a 8, 9 facile. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent exploiter. Après, pour moi, Batman... On le voit aussi comme un point d'entrée principal au monde DC. Oui. Moi qui n'étais pas jusqu'à très peu de temps, c'est vous qui m'avez amené vers le DC, je suis rentré par la petite porte avec un Batman, le White Knight. Et le White Knight, qui est hors continuité pour le coup. Voilà, mais parce que je sais qu'il était hors continuité. Mais je me rends compte qu'il est très difficile, et je te rejoins, de l'attraper dans la continuité à l'heure actuelle. Tu peux pas, c'est pas possible. Je vois pas si t'es pas dedans dans cette machine depuis bien longtemps. Voilà, donc est-ce que c'est pas entre guillemets Batman est devenu le tout venant de DC Comics et on trouvera à la marge des pépites et des trucs un peu plus chiadés ou un peu plus travaillés, différentes oui, tout sûr, simplement, bonnes ou mauvaises. Et aussi, il y a une autre chose, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que Batman est le personnage d'ici qui a le moins de comparaison avec des personnages Marvel. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il n'y a pas son pendant dans Marvel. Mais tu es un peu le Night Owl, non ? Oui, mais pas qu'il ait cette importance. Ah non, justement parce que... Il y a aucune... Donc,
jouer là-dessus parce que c'est ce qui fait ta plus grosse différence avec ton concurrent principal. Et comme ça, Spider-Man, ça se tient comme Spider-Man chez Marvel aussi. On a effectivement chez DC, il n'y a pas vraiment d'équivalent, alors que sur Green Arrow, on va avoir effectivement Hawkeye, etc. Les Speedsters, on les a aussi. Oui, il y a beaucoup tout à fait, de faits. Donc moi, je pense aussi que ça joue à cette idée de surplus et voire même de nausée de trop de Batman, parce que il est le seul dans ce cadre et cette niche là, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment de héros qui prennent autant de place, ténébreux, martyrisés, voilà, ou alors différemment dans Marvel. Moon Knight, Sentry, on peut en avoir, ou par exemple même Iron Man, quand ils ont commencé, que sa partie alcoolique, etc., brisé par la mort de ses parents. Donc voilà, on peut retrouver. Mais je pense que pour moi, c'est un argument qui joue dans cette histoire. Et pour se démarquer, Après, pour le coup, moi, la continuité, j'en ai beaucoup lu de 2011 à 2018, donc toute l'époque de la Renaissance, donc New 52 puis Rebirth, et j'ai complètement arrêté. En fait, à la fin, il y a eu notamment la Joker War, écrite par Tynion Ford, pourtant, qui est un auteur que j'aime beaucoup, mais c'était d'un ennui absolu. Et puis bon, Joker War, on a eu après Shadow War, maintenant on va voir Gotham War. Enfin, on sent qu'ils n'ont plus du tout d'idées, notamment dans l'univers Batman. War Wars. Bientôt, ils vont faire Gotham année 1, je crois, qui sort en fin d'année, par mon ami Tom King, mais ça, à la rigueur, on s'en fout, mais ça montre pour moi, si tu veux, la faiblesse. C'est qu'on arrive, le truc, on l'a essoré tant qu'on a pu, et on ne peut plus. On en a parlé dans les émissions précédentes avec les One Bad Day. Voilà, ça montre que l'équipe éditoriale de DC ne sait plus quoi faire avec ses personnages, et ça en devient préoccupant, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être ensuite, quoi. Et pourtant, ils mettent à chaque fois des équipes stars, c'est-à-dire pour un auteur, écrire Batman ou Detective Comics, c'est l'aboutissement absolu dans les comics. Oui, mais c'est ce que dit RD, parce que tu vas être mis en avant, c'est parce que c'est ton titre phare, donc forcément l'exposition va être, t'as le tirage, t'as l'exposition qui va être, oui, mais est-ce que la qualité est vraiment là? Il faudrait se pencher sur les chiffres. Et encore, les chiffres, ça ne veut rien dire. Il faut peut-être lire les retours des lecteurs. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup qui fait consensus, quoi. Le Batman actuel par Zdarsky, là, pour le coup, moi, je ne l'ai pas lu. Ça fait un moment que je n'ai pas lu de Batman en continuité, à part les gros events. Mais clairement, ça ne me donne pas envie d'y aller, en fait. Et pourtant, j'en ai lu énormément. Tous les events de l'époque, les Nightfall, les No Man's Land. Revenant toujours à la même chose, on n'est plus le cœur de cible, les mecs. Donc, ce que toi, tu as ressenti il y a 10 ans, en te lançant dedans faire, c'est des jeunes de maintenant qui vont le faire avec la qualité actuelle. Donc, nous, on la trouvera peut-être moins bonne, mais eux auront la même vision de qualité qu'autre chose, parce qu'ils n'auront pas le même référentiel que nous. Et il faut savoir qu'aussi, ça amène un personnage qui cherche... un public, qui est un lectorat qui cherche un côté plus sombre que tu ne trouveras pas dans Superman et que tu trouves différent dans Marvel. Donc, pour moi, il y a cette niche, personne n'étant dedans, c'est immuable que Batman continue à être développé. Pour moi, ça ne s'arrêtera pas, sauf incident... voilà, tu l'as dit, c'est la poule aux œufs d'or. Ils vont jamais faire une croix dessus, quoi. Non, mais peut-être que l'arrivée de James Gunn à la tête du DCU pourrait changer les choses. Parce qu'on se rend compte que s'ils appliquent ce que fait Marvel, qui accompagne ses sorties films par un suivi au niveau des parutions, est-ce qu'ils vont plus le faire maintenant ? Voilà, c'est à voir. Mais bon, voilà, moi, ma conclusion, sur cette question-là, ça serait qu'il y en aura toujours trop. Mais il y a tellement de choses bien autour aussi à découvrir, c'est ça le truc. Alors après, juste pour pas rester sur une note trop pessimiste non plus, je voulais vous poser la question du... alors d'accord, effectivement, il y en a trop, mais du coup, dans la masse, fatalement, il y a de très bonnes choses, notamment hors continuité. Tous médias confondus, est-ce que vous auriez des recommandations dans l'univers Batman ? Là, t'en as fait une tout à l'heure avec la malédiction s'abattit sur Gotham.
J'en ai une petite si vous voulez comme ça pour lancer un peu la thématique et On après commence à le savoir. une petite fait 2 fois que t'en parles, recommandation. quand même. tous les mois. Arrête. Tous les mois. Attendez, je vais pas répondre la même chose que la Non, dernière fois. non, ok. Moi, je vais vous parler d'Arkham City, jeu Ouais. vidéo pour le coup, qui fait La partie trilogie. des 4. Ouais, enfin du coup, trilogie qui s'est transformée en quadrilogie après, en tétralogie. Et effectivement, le 2, moi, c'est vraiment mon préféré, Arkham City, qui est en semi-ouvert, monde semi-ouvert par Rocksteady, avec un scénario. Pour le coup, il y a Paul Dini qui a scénarisé la série animée de 92, qui a écrit pas mal de comics et qui a écrit l'histoire. Et franchement, c'est super intéressant. Le gameplay est fou. On Moi, c'est vole un sur des trucs que Gotham. j'ai fini, bouffé aussi rapidement, quoi. C'est vrai qu'il y a tout. On retrouve vraiment l'ambiance, on s'amuse avec la Batmobile. Non, il y a vraiment ce jeu, tu as raison, est vraiment excellent. En film, il faut avoir vu la trilogie Nolan. Ouais. Indispensable, Ça paraît évident. Oui. En animé, il faut connaître celle de 92, tu l'as dit. J'ai grandi avec ça, moi. Ouais, non, mais Oui, clairement. voilà, déjà, si tu as fait la trilogie Nolan, la version de 92, même le Batman Beyond, qui était après, ou le Batman Terry est McGinnis, vieux, et voilà, et qui est pas mal, et ces jeux vidéo, oui, Qui sont d'une efficacité rare. Hein. Et l'histoire est super intéressante. Hein. On se prend au jeu, tu as les fiches personnages, tu es Batman. Vraiment, enfin, tu l'incarnes, mais jusqu'au bout des ongles. Ils l'ont réutilisé maintenant, même dans les Spider-Man, par exemple. Oui. Les Spider-Man sur Oui. PS4, Il PS5 paraît qui sont qu'ils- ressucés sur Arkham, hein, clairement. Hein. Il paraît qu'ils sont assez bien et peut-être que le jeu vidéo, où ça a souvent été un média un peu décrié parce que c'est du truc de bourrin, tu vois, de nerd qui sort jamais de chez lui, et peut-être qu'en proposant, on parle des Batman, mais il y a d'autres jeux qui ont été développés au niveau scénario, au niveau histoire, et c'est très très prenant. Peut-être que là aussi, ça serait un bon complément du monde des comics que de dire, parce que ça va être un public, on va dire, adulte, jeune adulte, qui peut se tourner vers ces médias pour redécouvrir le plaisir d'évoluer avec Batman. Si c'est pas au cinéma ou dans les séries, ou dans les comics, mais du coup c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un shoot 'em up où tu bastonnes. Donc c'est de l'infiltration, tu vois. Tu bastonnes pas mal quand même. Dans Oui, je Arkham, pense, mais il y a du monde sur les murs. mais oui, pas que. Donc c'est vrai que ça va être un média qui va prendre de plus en plus d'importance. Et l'aspect enquête aussi, comme ça a été repris dans les jeux Telltale. Je sais pas si vous les avez déjà fait en point and click, et pour le coup, c'est super intéressant. L'histoire est intéressante. En gros, en fonction des décisions que tu prends, l'histoire, il y a plein de scénarios différents. Ah qui d'accord, peuvent ça se évolue. dérouler. Et il l'avait fait sur l'univers de Walking Dead, et voilà, sur pas mal d'autres médias. Et le jeu Telltale est vraiment réussi aussi, clairement, sur la façon d'incarner Batman. Alors, je sais pas si vous avez d'autres, pour boucler ce petit débat, d'autres recommandations, peut-être plus sur les comics pour le coup. Moi sur les comics, Moi, clairement. comme je te dis, j'ai commencé avec les White Knight et je connais que ça, donc mais je le C'est recommande. une bonne reco. Ouais. Pour moi, c'est vrai que ça va être Gotham Central que je cite à chaque fois en exemple, parce que pour moi, ça va être Brubaker. Donc en fait, si tu veux sauver Batman, tu le files à Brubaker, parce que pour moi, c'est l'essence même de ce que doit être Batman, c'est-à-dire que c'est une espèce de. Mais oui, exactement. Je l'ai dit la dernière fois. Du moment où tu fous Batman dans un comics, il absorbe toute l'attention. Et en fait, de le faire évoluer en tant que qu'ombre qui plane au-dessus des flics, ce que les flics ne supportent pas, il impose sa propre loi parce qu'il sait que ce qu'il doit faire, ça va être. Il faut le faire comme ça. Tu vois pas Bruce Wayne. Donc en fait, tout ça, voilà, le Batman, il arrive, blam, il met 3 taquets et il repart. Et c'est la vie des flics. Et moi, c'est ça qui me plaît parce que là, je me dis, mais c'est plausible, tu vois. C'est parce que c'est la vie du commissariat. C'est plausible qu'un mec, il est fou furieux, déguisé en chauve-souris, il aille tabasser des gars et il reparte. Et en plus, il dit aux flics, mais vous ne m'intéressez même pas. Je le fais parce que je dois le faire, tu vois. Et tu te dis, c'est prenant. Et moi, ça, je veux le voir. Je voudrais le voir en série, tu vois, parce que c'est la vie de flic qui m'intéresse à l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai lu avant. Pour moi, c'est Gotham Central, c'est un chef-d'œuvre. Le tome 2, avec l'histoire du Joker, où il y a un sniper qui est caché dans les immeubles, qui abat le maire et tout. C'est un modèle du genre au niveau policier. Un modèle. Oui, mais bon, après, on sait que tu aimes beaucoup les trucs style. De réflexion, mais aussi policier. Exactement. Donc, mais on est là, clair. mais vraiment, j'étais absorbé par cette histoire. Là, je suis d'accord.
Très bien. Bon, on a parfait. quand même pas mal évoqué tout ça. Chacun se fera son avis. Si vous avez envie, n'hésitez pas à partager votre avis sur les réseaux. On a plein de possibilités pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un super quiz. Et oui, Mais nous, le jingle, il est fait exprès, celui-là. exactement. Si tu veux bien. Hein. Alors, je vais le mettre, mais Rémi me fait un signe, donc il faut que je relance. Un signe très discret. Ouais. Ah, t'étais très discret, vas-y. Ok, Allez, d'accord. c'est parti. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, on t'écoute. Alors, c'est Ouais. moi. Et oui, on t'écoute, c'est moi. Et j'ai l'habitude- Étant donné que c'est toi qui as fait les questions, il y J'ai a tellement quand même- l'habitude que ce soit Gilles qui s'en charge Gilles, que maintenant, tu sais, il est j'attends, où t'écoutes. Oui. Gilles, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Alors, quelques questions sur l'univers de Batman. Alors, je vais mélanger un peu tous les univers, hein, histoire de rendre le truc un petit peu intéressant. Première question, à quel âge Bruce Wayne a-t-il perdu ses parents? 9 ans. 8. ans, effectivement. C'est RD qui commence et qui embraye avec la première réponse. Penpoon. Ah, donc là, c'est clairement un duel, c'est un face-à-face. quoi, là, C'est- clairement. C'est un face-à-face, là, c'est uppercut direct. Parmi les 3 personnages suivants, qui a assassiné les parents de Bruce Wayne? Est-ce que Jack c'est Napier. Joe Chill, Jack Napier ou Matches Malone? Alors, ça dépend, mais ça peut être Joe Chill, c'est Jack Napier ou Matches Malone. Non, Matches Malone, c'est Batman. Donc je dirais que c'est Jack Napier dans les films de Burton. Mhm. Alors, ta L'arbre réponse, brûlé. ta réponse non, moi, je Moi, je crois. dirais Jack Napier. Eh bien, en fait, c'est les 3. D'accord. Selon le truc, c'est les Selon trois, le média. d'accord. Effectivement, Joe Chill dans le comics, Napier dans le film de Burton et dans la série Gotham, c'est Matches Malone. D'accord. Ok, d'accord. J'avais plus le Matches Malone. Quel était le nom de jeune fille de Martha Wayne, la mère de Bruce? Arkham. Arkham. Non. Ah ah. C'est pas loin, mais ça ressemble un peu, si vous l'avez pas Asile. comme ça. T'as dit quoi? Asile. C'est pas Arkham, c'est C'est ça. Asile. Il me semblait que c'était Arkham. Ouais, moi aussi. Il y a des origines, mais son nom, non, notamment dans tout ce qu'on a eu sur les 10 grandes familles de Gotham, elle vient de la famille Kane. Ah bah ouais. D'accord. Ouais, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et Ouais, du coup, comme c'est pour ça qu'elle est cousine. Tout à fait. La Miss Kane, comment elle s'appelle Catherine? Non, pas Catherine. Cathy. Ouais, j'aurais dit Cathy, Ouais, mais ouais. ouais. Ouais, Batwoman. ok. Kate Kane. du Kate coup. Kane, ouais. Quel est le métier de Thomas Wayne, le père de Bruce? Médecin. Mais Mhm. plus en détail. Chirurgien. Chirurgien. Ah, les gars. Allez, faire voler les points comme ça. Vous êtes de mèche ou quoi? Ah. Quel était le nom de famille, le premier nom de famille du majordome Alfred avant de Pennyworth. s'appeler Ah. Pennyworth? Bond. Henningworth. Pas loin de Bond, mais c'est pas ça. Il avait un autre nom quand il était un peu ventripotent, il était bien différent physiquement dans les premiers comics notamment. Alors là, Alors là, non. non, je sais pas. C'est Beagle. Beagle, Voilà. comme le chien. Comme le chien, tout Ah, moi à je fait. pensais qu'il s'était toujours appelé Pennyworth quoi. Alfred Beagle au début, et ils ont D'accord. changé son nom au Oui, il fur et à valait, mesure. valait mieux. Ouais, ça fait plus classe. Forbes a fait un classement des super-héros de fiction les plus riches. À votre avis, à quelle position se trouve Bruce Wayne? Il est premier. Deuxième. Il n'est pas premier ni deuxième. Il est beaucoup plus loin. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Je pensais qu'il se tirait la bourre avec Tony Stark. Ah, il se tire la bourre avec Tony Stark, mais ils sont Alors plus je sais loin. pas. Ouais, mais tu mets qui devant? Bah, 5. Je sais pas. Ouais, Reed. Non, un Dixième. peu plus loin. Ah, pas loin. 9, On se rapproche. Non. 11. Non. 12. Ouais, 12. 12e. Eh ben, Il est tu me donneras les 11 12e. autres. Hein. Avec une fortune estimée entre 7 et 9,2 milliards de dollars. Le 7e, c'est Tony Stark, donc il est un peu plus en avant. En 5e, alors on a pas mal de personnages de l'univers de Batman, parce qu'il y a Carmine Falcone, le parrain de la mafia gothamienne, qui est en 5e position. Ra's al Ghul en 3e. Ouais. Et les deux premiers ont rien à voir, c'est Smaug du Hobbit, qui Ah est ouais. 2e. Ah oui. Et le premier, c'est Picsou. Ah oui, non, mais là, T'as dit super-héros. Hein. Alors, T'as de pas fiction, trouvé, quoi. ouais, T'aurais dû super-héros dire de fiction, héros de c'est vrai. fiction. Héros de fiction, j'aurais pu dire héros de fiction. Ah, on effectivement. va te péter la gueule. Aïe, 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 à la Attends que tu sortes de là, tu vas voir. Sors de ta Attends que gueule, tu tu vas sortes voir. de la loge. En quelle année est apparu Robin? 42. Pas loin, 47, pas loin. 46. 5. Non, 4. un peu 48? plus tôt, un peu plus tôt. Ah, J'ai dit 43 et 45. 44. 42, Je l'ai dit. Encore plus tôt. 41, 40. 40. C'était en 40. Là, j'ai dit 2. Ah. Allez, une petite dernière parce qu'il en fallait une un peu croustillante pour terminer. J'ai cru que t'allais dire difficile.
et difficile. Je vais vous citer une liste de personnages et vous allez me dire parmi ceux-ci lequel Bruce Wayne n'a jamais pécho. Est-ce que c'est Vicky Vale, Jezabel Jet, Sue Dimney, Barbara Gordon, Vesper Fairchild, Sacha Bordeaux, Zatanna ou Wonder Woman? Barbara Gordon, il s'est jamais tapé la fite. Il s'est jamais tapé. À un moment, il y a eu un peu. Je crois qu'il y a eu il y a eu ambiguïté. Ouais. Il y a eu faute. Il y a eu pénétration, je crois. Il y a eu faute. Ouais, fallait le dire. Non. Je sais pas, parce qu'après il y a des personnages que je connais pas, donc je sais pas du tout. Dis-nous. C'est Sue Dimney, parce que c'est la femme d'Extance Seaman. Barbara, c'était un piège. Parce que oui, dans le film d'animation Killing Joke notamment, et ça avait fait un tollé d'ailleurs, parce que sur le toit de Gotham, il se passe un truc entre les deux personnages. Tu vois, j'avais l'image là, mais je pensais pas que c'était elle qui avait fait. Ok, c'était bien en remplacement de Gilles. Oui, c'est bien. Bien. On est rassurés. Bon, messieurs, écoutez, on arrive pile poil à la fin de notre heure. C'était une très bonne émission encore, grâce à vous. Quel talent. Mais merci pour je vous applaudirai presque. Ton animation. Presque. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les podcasts, donc sur notre site internet radio-active.net et également sur les différents réseaux sociaux. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci les gars. Bon fin week-end. Au revoir. Ciao.